l'or noir, est-ce que l'or noir rapporte immensément en Afrique? Niet. L'or noir n'est que le malheur de notre continent, l'Afrique. Tout va chez les Occidentaux, 666. Ils sont des grands voleurs, des grands pilleurs. Ils volent immensément l'or noir de l'Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'est l'or noir, je vais vous dire, le pétrole. Le pétrole. Mesdames et messieurs, vous écoutez l'or une noir est production égal plus de pauvreté chez nous en Afrique. L'or noir. L'or noir. Et on profite de l'or noir du Gabon, du Congo, de l'Angola. Et d'ailleurs en Afrique, aucun Africain, tout direction chez les Occidentaux, 666. Les Occidentaux, le malheur de l'Afrique, les Occidentaux, les voleurs, les Occidentaux, les pilleurs, les Occidentaux, le malheur de l'Afrique. Pendant ce temps, les Africains vivent dans des taudis. Est-ce que c'est normal? Il n'y a même pas de la flotte qui coule clair dans les robinets. L'eau est noire exactement comme la couleur du goudron. Mais c'est une honte. En Afrique, les bidons jaunes ont remplacé Mesdames et messieurs, vous écoutez les une dictateurs. production Parce qu'en fait, les bidons, les gens se lèvent très tôt pour aller chercher de l'eau. La honte. La honte. L'Afrique est immensement riche, mais qui bénéficie des ressources minières en Afrique. Les multinationales, les grands voleurs, les arrière-petits-fils d'Hitler. Très dangereux plus que Hitler. Les multinationales sont les ennemis de toute notre Afrique. À nous, peuple africain, d'ouvrir les yeux. Unissons-nous et soyons une seule force contre la pyramide des Occidentaux, voleurs des matières premières chez nous en Afrique. Le message est clair. Donc, le pétrole, une ressource qui devrait en profiter à notre continent qui est l'Afrique, qui devait permettre à chaque enfant africain d'avoir accès à l'éducation nationale. Est-ce que l'éducation nationale en Afrique est une éducation nationale pour tous? Niet. L'éducation nationale en Afrique, il n'y a que des enfants, des gens qui ont l'argent, qui vont à l'école, dans des bonnes écoles en Afrique. Des écoles privées. Parce qu'en Afrique, ce sont les écoles privées maintenant. Les écoles publiques, c'est démodé et détruit par les systèmes de chaque dictature. Dans des écoles publiques, il n'y a pas de banc. Partout, ce que vous voyez au Gabon ou au Congo-Brazza, ça se passe en Centrafrique, en RDC, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Les enfants subissent les mêmes. Les dictateurs sont les malheurs de l'Afrique. Pour comprendre cela, nous allons aller sur le reportage sur l'or noir. L'or noir qui est le malheur de l'Afrique. Car les dictateurs arrivent à avoir des armes grâce à l'or noir. Les dictateurs arrivent à avoir des châteaux, des pavillons luxueux en Europe, ou aux States, ou au Canada, ou ailleurs. Grâce à la mafia du pétrole. Oui, la mafia. Nous avons cette mafia avant le nom Elf. Maintenant, ce n'est plus Elf. Aquitaine, Total.
le malheur de toute l'Afrique. Nous allons comprendre. Et à bientôt, on va partir sur le reportage pour comprendre qu'est-ce qui tue l'Afrique. Oui, très très important pour comprendre qu'est-ce qui tue l'Afrique. Voilà, c'est parti. C'est parti, on va suivre. Parce que ça fait immensément mal. On ne peut plus continuer à tolérer l'injustice. Non, non. Trop c'est trop, il y en a marre. Trop c'est trop, quand je dis trop c'est trop, je sais de quoi je parle. Il y en a marre. Voilà. Donc, nous allons suivre. Chaque direct quand je fais, c'est pour réveiller les consciences des gens. Parce que les gens sont aveuglés. Les gens dorment. Ils ont l'esprit endormi. Ils marchent, mais ils sont endormis. On l'a fait endormir leur conscience. Leur conscience. Pourquoi? Les églises. Et les églises des faux pasteurs. Et en même temps, les mosquées. Parce que la religion, la politique, la prostitution, font un seul domaine. Et les trois choses que je vous ai citées marchent ensemble. La misère dans le monde ne devrait pas exister avec tout ce que l'Afrique a. Mais pourquoi il y a la misère? Parce que à cause des Occidentaux, l'homme blanc, l'homme politique blanc est un homme dangereux excessivement. Des Illuminati, des francs-maçons et des francs-maçons-sorcelleries. Nous allons suivre le reportage. Je remets d'abord bien le volume, très important. Une gigantesque plateforme pétrolière. À terre, un pays ruiné par la guerre civile. Ce sont de telles installations qui nous fournissent du pétrole, à nous, occidentaux. Et c'est dans ce genre de baraque que vivent les Angolais. L'Angola est un pays riche. Les Angolais sont un peuple pauvre. À 40 km des côtes angolaises, des plateformes pétrolières sont installées en pleine mer. Depuis plus de 20 ans, elles vont puiser le pétrole au fond de l'Atlantique. Tout le pétrole angolais est extrait au large des côtes du pays. L'Angola est, après le Nigeria, le deuxième producteur de pétrole d'Afrique noire. Ses réserves seraient plus importantes que celles du Koweït. Les compagnies pétrolières occidentales rivalisent avec les Chinois et les Indiens pour obtenir les licences d'exploitation. Depuis juillet 2005, ces plateformes sont la propriété de la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol. Auparavant, elles appartenaient à la société française Total, qui les avait construites en 1985. On peut y extraire du pétrole pendant encore 10 ans. Ici, on extrait chaque jour du fond marin 60 000 barils de pétrole. Un baril équivalent à 159 litres, ce sont près de 10 millions de litres qui sont produits quotidiennement. Les Angolais ont donné des noms d'animaux aux monstres métalliques. C'est ainsi que les hommes travaillent sur des plateformes antilopes ou buffles. D'autres, cependant, portent de mystérieuses abréviations. Pour le moment, nous produisons du pétrole à partir de la plateforme PACFUR, à laquelle sont rattachées 4 autres plateformes, des satellites comme on les appelle. PACF3, Buffle, PACF2 et PACF4. Ensuite, nous envoyons le pétrole aux plateformes Palanca et Copé.
Les immenses réservoirs de stockage de Sonangol dans le port de Luanda, la capitale angolaise. La promenade, aménagée à l'époque où le pays était encore une colonie portugaise. La Banque nationale, construite il y a plusieurs dizaines d'années par les Portugais. Tout cela est bien loin du monde de Marcia Dominguez. À 8 h du matin, Marcia Dominguez prend un taxi collectif qui, pour l'équivalent de 10 centimes d'euros, l'emmène dans le centre-ville de Luanda. La jeune femme a 20 ans et est mère de 2 enfants. Elle vient du sud de l'Angola. À 14 ans, elle a arrêté l'école. Les vendeuses des rues comme elle travaillent illégalement à Luanda. Des femmes montrées du doigt et chassées par la police. La concurrence est rude. Chaque rue a son contingent de vendeuses, chacune veillant scrupuleusement à ce qu'il soit respecté. Marcia travaille à proximité d'une grande compagnie pétrolière occidentale. Quand elle arrive à gagner 6 € par jour avec les boissons qu'elle a achetées au supermarché, elle s'estime heureuse. Elle a le temps de rêver. Vous vous rendez compte? 6 € par jour que cette jeune fille de 20 ans, hein, elle a quitté l'école à 14 ans. À cause de qui? Mais quand on va bien voir, Elf, Aquitaine et Total. L'Angola immensément riche. Le pétrole. Mais cette jeune fille, quand elle amène la boisson, elle gagne 6 € par jour. Imaginez. Elle vit dans des taudis, maisons en tôle. Ça fait mal au cœur. L'or noir de l'Afrique. La misère totale. Elle n'en profite pas au peuple africain. Mais elle en profite aux Occidentaux. 666, les enfoirés de merde. Les grands voleurs. On va repartir sur le reportage. Non. Non. Il faut qu'on sorte de la bêtise des francs-maçons. Les francs-maçons ne doivent plus être dans nos pays, ni les francs-maçonneries, ni les Illuminati. Ils sont à l'origine de la pauvreté immense en Afrique. C'est voulu. Non. Je vais retourner à l'école, avoir un bon travail, avancer dans la vie, subvenir aux besoins de mes enfants, pouvoir leur payer des études. Un rêve peu probable. L'Angola est un pays plein de contrastes. Un pays pauvre, ravagé par près de 30 ans de guerre civile. Oui, c'est ça, l'Afrique toujours pauvre. Immensément riche des minéraux, mais pauvre. Non. La tour de la compagnie pétrolière française Total. Ici, on mesure bien le potentiel que représente le pétrole dans ce pays. Il y a seulement 2 ans, l'Angola atteignait le seuil de 1 million de barils jour. D'ici 2 ou 3 ans, l'Angola atteindra le seuil de 2 millions de barils jour, ce qui est tout à fait significatif. Et à cette époque, l'Angola représentera à peu près le tiers de la production de pétrole subsaharienne. Donc l'Angola est effectivement un acteur majeur et surtout un acteur qui monte. À l'instar des autres compagnies pétrolières, Total verse à l'État angolais plusieurs millions d'euros pour obtenir les droits de forage. Des contrats parfaitement légaux, mais dont les détails ne sont pas rendus publics. Voici le fleuron des Français, la plateforme Girasol, tournesol en français. Dans ce secteur, les plateformes portent des noms de fleurs. Cette installation, située à 150 km de la côte, est aussi grande que 3 terrains de football. Tous les 4 jours, elle reçoit la visite d'un supertanker. Aujourd'hui, c'est le Golden Energy qui livrera sa cargaison à Philadelphie, aux États-Unis. De la salle de contrôle, les hommes surveillent une zone immense. Alors je confirme 08
Le prochain, je l'ai pas compris. Tu répètes? Ali Zotani est contremaître. Il vient du nord de l'Angola. Là-bas, beaucoup parlent le français. La région jouxte la République démocratique du Congo. Sur le girasol, la langue de travail est le français. Une vie quelque peu insolite, même si Ali Zotani voit ça tout autrement. Pour faire court, je dirais que la vie ici est tout à fait normale. On vit tous ensemble, Européens, Africains et Asiatiques. On travaille par roulement. Pour certains, c'est 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. Pour d'autres, c'est 1 mois à bord, 1 mois à la maison. Le girasol constitue le cœur d'un gigantesque champ pétrolifère. 2 pipelines en partent, l'un de 10 km, l'autre de 18, chacun dans une direction opposée. Des conduites entièrement sous-marines. Une plateforme d'approvisionnement est temporairement arrimée à la structure. Elle prépare l'arrivée d'une seconde installation de forage de la même taille que le girasol. 16 ancres géantes maintiennent le girasol au fond de la mer. Ici, le fond marin est à 1500 mètres de la surface. Seuls des robots peuvent travailler à une telle profondeur. Les plongeurs n'opèrent qu'en eau peu profonde. Ici, l'une des gigantesques ancres en surface, juste avant qu'elle rejoigne le fond marin. Le girasol n'est pas à proprement parler une plateforme classique, mais plutôt une immense structure flottante qui pèse plusieurs millions de tonnes. C'est l'installation la plus moderne de Total. Ici, le pétrole n'est visible qu'en laboratoire. Il y Le a pétrole d'autres qui qui fait sont battre le tombés. cœur des producteurs. Sa qualité est telle qu'il ne nécessite qu'un traitement minime. Une matière première qui n'est pas présente sous la forme d'une nappe sous-marine continue, mais d'une multitude de poches de pétrole séparées les unes des autres, que l'on appelle des puits. Ici, nous contrôlons régulièrement la qualité de chacun des puits. Selon la qualité, la durée d'exploitation sera plus ou moins longue. Une fois que nous avons déterminé la qualité du pétrole, nous savons pendant combien de temps nous allons pouvoir exploiter le puits. La terre ferme est à 1 heure Il y d'hélicoptère. a un truc qui a sauté, mais je ne sais pas où c'est. Philippe Dorien est responsable du champ pétrolifère, en tout cas pour 1 mois. Comme les autres, il travaille en alternance avec un collègue. L'homme dirige une équipe de 160 personnes composée exclusivement d'hommes. Ok. Bon, bah on verra ça dimanche. C'est en 1996 qu'on a découvert du pétrole dans cette zone. Cette structure est arrivée en 2001 et l'installation a véritablement commencé à produire des hydrocarbures le 4 décembre 2001 et nous sommes ici en principe pour encore 15 à 20 ans. Les réserves s'élèvent à plusieurs millions de barils. Ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à maintenant, nous avons produit 500 millions de barils en 4 ans, ce qui est énorme. Notre rythme de production est très soutenu. Une installation qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Montant des investissements, 2,4 milliards d'euros. Chaque jour, on extrait 200 000 barils de pétrole de la mer, soit près de 32 millions de litres. Sur son site internet, Total fait part de sa grande satisfaction quant aux perspectives économiques. Les Français sont présents depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, ils doivent faire face à une concurrence de plus en plus acharnée, notamment de la part de la Chine qui est partie à l'assaut du marché. L'Afrique, je crois, est une terre qui est aujourd'hui recherchée par beaucoup de sociétés, pas seulement les Chinois. Je crois aussi que les sociétés américaines cherchent aussi à diversifier leurs approvisionnements et l'Afrique est un territoire de diversification, je crois, pour tout le monde. Total réalise déjà un tiers de sa production pétrolière sur le continent africain, une proportion qui est amenée à augmenter. L'Angola présente de nombreux avantages pour les Occidentaux. Une production offshore, gage de tranquillité, l'absence de menaces terroristes ainsi qu'un gouvernement conciliant.
L'essor économique du pays a des répercussions sur Luanda, la capitale. La circulation automobile est menacée chaque jour un peu plus de paralysement. Les immeubles sortent de terre comme des champignons. Celui-ci abritera le nouveau siège de la police de Luanda. Un emplacement optimal au bord du rivage. Et voici le nouveau quartier général de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, juste à côté de l'ancien siège. Au milieu de ce chantier, des bâtiments laissés à l'abandon, vestiges de la guerre civile. À quelques kilomètres du centre-ville, sur une presqu'île, un bidonville qui porte le curieux nom de Panorama. Les blocs de béton au premier plan font office de toilette. C'est dans cette cabane en tôle que vit Marcia Dominguez, notre vendeuse de rue, avec sa famille. Voici Bernardo, son mari, surnommé Forte, le costaud. Avec ses 6 € par jour, quand les affaires sont bonnes, Marcia est la personne qui rapporte le plus d'argent à la maison. Il arrive à Bernardo d'emmener sur son bateau de riches Angolais jusqu'à... Regardez, un matelas à terre, un pays producteur du pétrole. Est-ce que c'est normal? Il n'aspire qu'à décrocher un emploi stable. On laisse dormir des familles à terre. Non, et dans des maisons en tôle. Ça changerait ma vie. Je veux partir d'ici. J'en peux plus des rats et de la puanteur qu'il y a dehors. Ce sont les femmes de pêcheurs. Elles posent leurs poissons par terre. Ce qu'il me faudrait, c'est un travail pour pouvoir partir d'ici. Ce serait bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Les petits poissons argentés sont posés à même le sol, juste à côté des ordures. L'eau que ces femmes utilisent se passe de tout commentaire. À l'arrière-plan, le port grouillant d'activité de Luanda. Ici, plus près de nous, des vies qui s'étirent. Certains ne connaissent presque rien de leur pays. La cliente de la coiffeuse ne sait pas qu'Eduardo dos Santos, le président socialiste acquis désormais au capitalisme, est en poste depuis 27 ans. Quant à la guerre civile, elle semble ignorer qu'elle est finie depuis 4 ans. J'avais pas l'intention de rester ici, mais je pouvais pas retourner dans ma province parce que il y avait la guerre là-bas. Je pense que j'y retournerai quand le calme sera revenu. Quand la guerre s'arrêtera, je retournerai là-bas. Mais je sais pas quand elle finira. Selon Transparency International, une organisation qui combat la corruption dans le monde, l'Angola serait l'un des pays les plus corrompus de la planète. Bernardo, qui cherche à se tenir informé, en a entendu parler. On lit tout le temps dans les journaux que l'Angola est un pays riche, qu'il y a du pétrole et d'autres choses. Mais à nous, ça ne rapporte rien. Ils nous ont promis une maison, mais on ne voit rien venir. C'est dur de sortir du bidonville. Il n'y a pas longtemps, ça a brûlé de l'autre côté. Une cabane a été complètement détruite. Et au lieu de donner aux gens une nouvelle cabane, voire une maison, on les a relogés dans une tente. Et tout laisse à penser que les choses ne sont pas près de changer pour les habitants de la cabane numéro 528 du bidonville Panorama. Si Dieu le veut, je pourrais reprendre un jour ma scolarité. Enfin, je sais pas. Qui sait? Peut-être même que je trouverai un travail et que je pourrais subvenir aux besoins de notre famille. Sur les 15 millions d'habitants du pays, un quart vit désormais à Luanda, une population chassée de chez elle par la misère. Derrière cette porte anodine se trouve l'une des rares organisations qui osent critiquer la situation scandaleuse en Angola. Au péril de sa vie, Francisco Tunga dénonce la corruption qui ravage son pays. Quand il a le tort d'être trop véhément, des commandos de casseurs sont envoyés sous ses fenêtres. Pourtant, il continue inlassablement de réclamer une société plus juste. Uma sociedade civil independente. A
Je voudrais une société civile indépendante. Pour tous ceux qui ne disposent pas de l'électricité, qui n'ont pas les moyens d'acheter un groupe électrogène, qui n'ont pas l'eau, pas de route pour aller jusqu'à leur village. C'est pour ces gens-là que je parle. Ces gens-là représentent la majorité des Angolais, des gens pauvres. Ce pays, l'un des plus riches pays du continent africain, a l'une des populations les plus pauvres. L'Angola possède également l'une des élites économiques les plus restreintes, mais aussi l'une des plus riches du monde. Richard Corsino travaille pour le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, car l'Angola continue à bénéficier de l'aide alimentaire internationale. Pour mener à bien son travail, cet Américain a besoin du soutien du gouvernement. C'est pourquoi il n'aime guère évoquer la corruption qui sévit dans le pays. Je ne peux pas vraiment vous dire comment le gouvernement répartit l'argent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'est montré, je dirais, de plus en plus généreux à l'égard d'agences telles que la mienne. Par exemple, en 2004 et 2005, nous avons mis en place un programme de 2 ans destiné principalement à aider les populations déplacées des zones rurales à se réinstaller. Le gouvernement angolais a accepté de verser une contribution de 7,5 millions de dollars, plus une contribution en nature d'un montant total de 15 millions, sous forme notamment de bons d'essence. Dans les campagnes, le fossé entre riches et pauvres est particulièrement flagrant. Le village de Xingu, dans la province de Quito, au centre du pays. Des centaines de villageois sont venus ici pour recevoir une aide alimentaire. Du maïs offert par l'Union européenne et de l'huile de tournesol en provenance des États-Unis. Un pays immensement riche de pétrole. Hein? Non, la L'espérance foutaise. de vie moyenne d'un homme est de 39 ans, celle d'une femme de 42 ans. Pendant la guerre, ces gens sont venus se réfugier à Xingu. Ici, ils étaient un tant soit peu à l'abri des combats, nous confie l'ancien du village, Dinis Numbulo. Depuis 1 an, ils sont retournés chez eux. Il y a longtemps, à l'époque où il y avait la guerre, ces gens sont venus chez nous, à Xingu. Aujourd'hui, ils sont retournés chez eux, dans leur petit village. Mais ils n'ont ni engrais ni semences. C'est pourquoi ils ont besoin d'aide. Les Nations Unies et l'Union européenne ne sont pas les seuls à aider. De nombreuses compagnies pétrolières occidentales ont mis en place des programmes destinés à soutenir la population angolaise. Voici le chef-lieu de la province de Quito. Pendant la guerre civile, qui a duré presque 30 ans, c'était un fief des rebelles, politiquement orientés à droite. Les façades portent encore les impacts de balles. Rien n'a changé depuis la fin de la guerre, il y a 4 ans. Une guerre que les rebelles ont perdue. L'hôpital public, la salle où l'on soigne le paludisme. Un modeste hôpital vaut mieux que pas d'hôpital du tout. Autrefois, ces enfants n'auraient eu aucune chance. À présent que la paix est revenue, les habitants ont accès aux soins médicaux. Federico Samoma est médecin, il travaille pour la santé publique. L'homme de 44 ans sait bien que la plupart des parents ignorent de quoi souffrent leurs enfants. Dans la province fortement peuplée de Quito, le taux d'analphabétisme est élevé. Pourtant, des progrès ont été accomplis. En ce qui concerne le paludisme, si l'on compare la situation actuelle avec celle d'il y a quelques années, on peut dire qu'il y a eu des progrès.
Aujourd'hui, nous disposons d'un programme de lutte contre la maladie, ce qui n'était pas le cas auparavant. À l'heure actuelle, nous pouvons aller dans les villages et nous sommes à même d'enrayer la propagation de la maladie, ainsi que le taux de mortalité. La salle réservée aux tuberculeux. La tuberculose ici, cela signifie souvent le sida, une maladie que les personnes infectées ont du mal à avouer. L'Angola a longtemps compté 4% de malades parmi sa population, un taux relativement faible. La guerre a empêché sa propagation. Mais à présent, les Angolais peuvent se déplacer. Conséquence, le sida se répand. Mieke Steusens est originaire de Belgique. La jeune femme de 34 ans travaille à l'hôpital de Quito pour l'organisation humanitaire Médecins sans frontières. Il faut veiller à ce que les malades prennent bien leurs médicaments. Sans surveillance médicale, il n'est pas garanti qu'ils le fassent. Médecins sans frontières a prévu de se retirer de l'hôpital à la fin 2006. L'Angola ne sera alors plus considéré comme un pays en situation. Je pense que la situation à Quito s'améliore. Mais nous n'avons pas encore pu intervenir dans tous les villages. Nous faisons face à un afflux massif de patients qui viennent d'endroits isolés et sans accès à l'hôpital jusqu'alors. On est en train d'ouvrir ce genre de lieux car les routes sont déminées à présent. Nous pouvons aller chez eux et ils peuvent venir ici plus rapidement. Il y a davantage de moyens de transport. Il n'empêche que les cas de tuberculose sont encore nombreux en Angola. Selon moi, la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, mais l'accès aux soins est facilité et c'est une bonne chose. Aux yeux de la communauté internationale, l'Angola n'est plus un pays en situation d'urgence, mais un problème structurel que les Angolais peuvent eux-mêmes résoudre. Au sud de Luanda, en bordure de la capitale, vivent ceux qui profitent de la richesse générée par le pétrole. Des nantis qui préfèrent éviter les caméras et ne sont guère enclins à s'expliquer sur les soupçons pesant sur eux. Au total, 5 milliards de pétrodollars auraient rejoint les comptes privés de membres du gouvernement. Même le ministère des Finances, installé dans un bâtiment construit par les Chinois, ne veut donner aucune information sur ce sujet. Seuls ceux qui critiquent le régime acceptent de s'exprimer. Ce qui nous ronge, c'est d'avoir un gouvernement corrompu. Il est de notoriété publique que le gouvernement détourne de l'argent. Mais il refuse toute collaboration qui permettrait de redorer son blason. J'aimerais pouvoir dire que tout ce qu'affirment les organisations internationales n'est que médisance. Et j'aimerais pouvoir dire que ce gouvernement est le porte-parole de la voix du peuple. Mais en réalité, c'est nous la voix du peuple. Le peuple, lui, n'a pas le droit à la parole. Les États-Unis surtout se sont lancés dans une course contre la Chine pour rafler le pétrole angolais. Les donations ne veulent plus être tributaires des pays arabes. Sans compter que les besoins de la Chine augmentent sans cesse. C'est pour remporter la mise que des entreprises occidentales et chinoises construisent ces tours. Curieusement, les Angolais ne demandent guère à leur gouvernement de répondre de son comportement. Ce qui compte, c'est la survie économique. Sans oublier que la guerre civile a ancré durablement la peur dans le cœur des gens. 1 litre d'essence coûte l'équivalent d'1 €. Inabordable pour la majorité des gens quand on sait que le salaire mensuel moyen est de 80 €. Moi, je sais pas, mais certains disent que l'Angola a l'essence la moins chère de tous les pays producteurs de pétrole. Mais la vérité, c'est que ça fait mal au portefeuille. Principaux touchés, tous ceux qui ont besoin d'un véhicule pour travailler. Évidemment que c'est difficile pour la population. Si les tarifs du taxi devaient encore augmenter, il faudrait que tout le monde se fasse entendre. Un pays riche, un peuple pauvre. Que des gens s'enrichissent, je veux bien. Mais l'essence ne devrait coûter que la moitié de son prix actuel. Et il ne faudrait pas l'exporter. Dimanche, sur la presqu'île de Luanda. C'est ici que les nantis viennent durant le week-end, à quelques pas seulement du bidonville de Marcia et de Bernardo. Ces riches, Angolais et employés étrangers des compagnies pétrolières préfèrent ne pas parler de ces choses-là. On peut les comprendre.
D'une certaine façon, l'Angola est un pays touché par la mondialisation comme un autre. Selon la Banque mondiale, représentée également en Angola par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, on aurait tort de se montrer trop sévère avec le gouvernement. Le gouvernement angolais ne diffuse pas suffisamment les progrès, ne fait pas connaître suffisamment les progrès sur lesquels il travaille et les actions sur lesquelles il travaille. Parce que il y a deux choses en fait. Il y a d'une part le résultat lui-même qui évidemment est essentiel, mais il y a aussi la volonté politique de faire. Et le fait de travailler sérieusement sur tous ces problèmes démontre une réelle volonté politique dont je crois l'Angola aujourd'hui ne bénéficie pas en termes d'image. Sur la plage du bidonville abusivement baptisé Panorama, les gens attendent que leur cabane soit rasée. L'Angola fait des progrès, du moins sur le plan économique. Ici, un restaurant devrait bientôt voir le jour. Les habitants devront alors se reloger dans un nouveau bidonville. Bernardo, le costaud, a 23 ans. À l'âge de 18 ans, en pleine guerre civile, il a été enrôlé dans l'armée du gouvernement. « Quand j'étais soldat, je vivais mieux », nous confie-t-il. Ceux-là ont des papiers d'identité, ce qui ne va pas de soi en Angola. Ils pourraient donc voter, si tant est que des élections soient organisées. Le gouvernement les avait promises pour 2006. Elles ont été reportées en 2007, mais rien n'est sûr. Le pouvoir affirme qu'il faut 1 an pour procéder à l'inscription sur les listes électorales. Bernardo trouve sa vie bien dure. Selon lui, le pays dissimule ses richesses aux habitants et leur manque. Lui et les siens devront attendre encore longtemps pour avoir une maison et mener une vie digne de ce nom, sur cette plage curieusement baptisée Panorama. Voilà. Donc, nous avons suivi l'Angola. Trafic immense du pétrole par la grande société qui ne paye pas, d'impôts et ni taxes. Total. Fortuné. Milliardaire. Ne paye pas des taxes ni impôts à la défense. Total. Le seigneur de la mafia des Occidentaux se croit maître dans les terres d'Afrique à cause de la conférence 1884-1885, la conférence de Berlin. Ils se disent que l'Afrique c'est à eux. Chapeau. Et j'applaudis. Les Africains doivent souffrir. Les Africains doivent vivre dans des maisons en tôle. Les Africains doivent vivre dans des maisons en bois. Ah bon? Et pendant ce temps, vous volez immensement les richesses, l'or noir, et les Africains doivent être des pauvres. Non, vous avez menti. Vous avez menti. Nous allons passer sur un autre documentaire très important, parce que il y en a marre. Il y en a marre qu'on se moque des Africains. Il y en a marre. Hein? Il y en a marre. On ne peut plus continuer à vivre ainsi. Non. Il y en a marre. Je dis bien, il y en a marre et il y en a marre. Donc, le tiers africain, lui, il passe
des documentaires de réveil de conscience. Parce que les gens sont vraiment endormis. Endormis sur l'Europe. Oui, endormis. Parce que ils ont payé des maisons en crédit en France. Ils ont payé des appartements en crédit, pavillons en crédit. Ils se disent qu'ils ont réussi. Mais pendant ce temps, ces Africains-là, la majorité, vous allez regarder, je ne dis pas la minorité, il faut dire la majorité, vont nettoyer les personnes âgées. Maisons de retraite, on lève leur caca, on lève leurs couches et les lave. Oui. Est-ce que l'Afrique est pauvre? Non. Immensement riche. Aucun Africain devrait souffrir en Europe, ou vivre en Europe, ou vivre ailleurs. Les Africains devront vivre chez eux. Et ça va venir avec le changement, parce que nous allons nous débarrasser des cafards dictateurs. Ça va venir. Ça va venir. Peu importe le temps que ça peut prendre, mais ça va venir. La détermination, coûte que coûte. Moi, je ne suis pas comme certains de mes frères ou des cousins qui ne pensent qu'à l'argent, le fric, 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 et pensent qu'à mettre des beaux costumes, les chaussures qui brillent, on dirait des avatars, des vampires, et qui s'en foutent des autres. Non, moi je m'en fous pas des autres. Moi je m'intéresse des autres, parce que tout le monde doit avoir une vie meilleure. Pourquoi d'autres doivent bien vivre et d'autres doivent souffrir? Moi je suis contre de voir les gens souffrir. La souffrance ne vient pas de Dieu. L'injustice, oui, l'injustice. L'homme aime voir l'autre souffrir, mais moi j'aime pas voir l'autre souffrir, non? Est-ce que je ressemble à Sassou? Non. 8%? Non. Est-ce que je ressemble à Ali Bongo XPD? Non. Est-ce que je ressemble à Paul Biya, porteur de plusieurs couches, dictateur tueur? Non. Est-ce que je ressemble à Idriss Déby? Non. Est-ce que je ressemble à Hippolyte Kanachin, alias voleur du nom de Kabila? Non. Est-ce que je ressemble à Paul Kagame? Non. Et tous ce sont des reptiliens avatars. Des enfoirés de merde. Non. L'Afrique est immensement riche. Mais les peuples vivent dans la misère. Et regardez l'Angola. Il y a des sociétés qui viennent en aide alimentaire. Vous avez les États-Unis, l'Europe, donnent des sacs de maïs, de riz aux pauvres. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un pays producteur de pétrole, il devrait avoir cela? Non, on se moque des Africains. Après, on nous dit non, l'Europe, les États-Unis. Hein? Non, non. La merde, la merde, la merde, la merde. La merde, je vous assure. Donc, nous allons passer sur un autre reportage. Comme ça, vous allez voir comment Total se fait immensement beaucoup de fric avec le malheur des Africains. Oui, Total, l'enfoiré de merde. Total. Le drame serait dû à un système de signalisation. Oui, c'est comme ça. Hein? Faire souffrir le peuple africain. Ils sont qui? Ils sont qui? Dites-moi. Les enfoirés de merde. Bienvenue dans Complément d'enquête. Avec ce soir un voyage au sein de la première entreprise de France, une des plus secrètes aussi. Enquête sur le géant pétrolier Total. Une entreprise en deuil après la mort de son PDG Christophe de Margerie, l'homme aux moustaches qui tutoyait les puissants. Une entreprise très riche aussi, mais qui curieusement ne paye pas d'impôts sur les sociétés en France. On va se demander pourquoi. Total est-il toujours le roi du pétrole? C'est le thème de ce 283e numéro de Complément d'enquête.
Au 37e étage, la directrice du service fiscal nous accueille. Pour sa première télé, Nathalie Mognetti nous emmène dans le Saint des Saints. Derrière une porte à code secret, un trésor. Alors, la déclaration fiscale 2013 de Total, elle est là. Attention, ça va aller très vite. Et donc ça se présente, voilà, comme ça. Pour comprendre la multinationale Total, les équipes de complément d'enquête se sont rendues au Canada, au Congo, aux Bermudes, en Russie, dans les laboratoires de recherche à Pau et bien sûr aussi ici à La Défense. Pour cette enquête, Total nous a ouvert des portes mais aussi fermé d'autres. Ils vont nous recevoir tout à l'heure au siège de ce groupe qui emploie 100 000 personnes, qui réalise un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB du Portugal. Le 20 octobre dernier, Total a donc perdu son PDG, le charismatique Christophe de Margerie, qui est mort dans un accident d'avion à Moscou. Et c'est à l'occasion de ce drame que l'on a découvert qu'il était reçu un peu partout comme un véritable chef d'État. Que Total, c'était aussi un pouvoir et une diplomatie parallèle. Le pouvoir Total, c'est une enquête d'Olivier Sibyl, Jean-Carl Lambert, Fabien Tormos et Slavek Kuchelski. Pour tweeter, réagir et commenter, le mot-clé, c'est C'est d'enquête. Ce lundi soir, Moscou accueille un concert exceptionnel. Dans l'une des plus prestigieuses salles de la ville, 1500 invités, venus dire adieu à un grand patron français. Sur scène, l'illustre ensemble de Saint-Pétersbourg, dirigé par Valéry Gergiev, une star en Russie. Un intime de Vladimir Poutine, très ému. Ce concert est dédié à la mémoire de Christophe de Margerie, mon grand ami, un grand ami de la Russie. Le tout Moscou est en deuil. Même le puissant ministre de l'énergie a fait le déplacement. Autour de lui, des banquiers d'affaires et des oligarques comme Leonid Mikhelson, deuxième fortune de Russie, ou encore le numéro 1 du pétrole. C'était un bon vivant. Il était très drôle. Avec lui, on travaillait dur, mais il savait aussi s'amuser. Il aimait bien boire, parler de tout, même des femmes. Il était unique, Christophe. Partout dans le monde, on ne retrouvera jamais quelqu'un comme lui. Oui, mais là, il va bien connaître l'enfer. Comment expliquer cet hommage digne d'un chef d'État? Pour tout le monde, Christophe de Margerie, c'était d'abord un surnom, Big Moustache. Un PDG jovial, un peu excentrique, qui détonnait dans l'univers austère du CAC 40. Non, mais 3 minutes, 2 minutes. Allez, hop. Le 20 octobre, l'annonce de sa mort brutale dans un accident d'avion provoque une onde de choc. Car Christophe de Margerie était à la tête de la plus grande entreprise française. 100 000 salariés, près de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Total, un empire qui s'étend sur 130 pays. Christophe de Margerie négociait en direct avec tous les chefs d'État de la planète, même les plus critiqués. Un homme d'affaires sans complexe, sans langue de bois, pragmatique pour les uns, cynique pour les autres. Un homme de terrain qui voulait changer l'image de son entreprise. Portrait d'un roi du pétrole.
La vie de Christophe de Margerie s'est arrêtée brutalement à Moscou il y a 2 mois. À une trentaine de kilomètres au sud de la ville, voici l'aéroport Vnukovo. Un peu à l'écart, le terminal 3 a un statut à part. Il est réservé aux jets privés du gouvernement et des VIP. Cet accident, dont les causes restent troubles, embarrasse beaucoup la Russie. À l'aéroport, les journalistes sont interdits d'accès. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons un reportage sur Christophe de Margerie. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Le 20 octobre, l'aéroport est enveloppé dans le brouillard. Les premiers flocons viennent de tomber sur Moscou et plusieurs déneigeuses sont mobilisées sur les pistes. Il est presque minuit quand Christophe de Margerie arrive à l'aéroport pour rentrer sur Paris. Il monte à bord d'un jet privé, un Falcon 50 de location, dont il est le seul passager. À 23h56, l'appareil reçoit l'autorisation de décoller. Mais au même moment, une déneigeuse se dirige vers la piste, comme le montrent ces images prises par une caméra de surveillance. À gauche de l'écran, on distingue l'avion de Christophe de Margerie qui s'élance à 248 km/h. Il ne peut éviter l'engin. Au moment où il quittait le sol, l'avion aurait heurté la déneigeuse, basculé sur la droite, avant de prendre feu. Quand les secours arrivent sur place, il n'y a aucun survivant. Les 3 membres d'équipage et le patron de Total sont tous morts. Les autorités russes sont gênées par la disparition violente de cet homme d'affaires français. Et un coupable est vite désigné, le conducteur de la déneigeuse. Il s'appelle Vladimir Martinenko. Il est arrêté le soir même. Les médias russes affirment qu'il était ivre au moment de l'accident. Mais 2 mois plus tard, de nombreuses questions restent sans réponse. La commission chargée de l'enquête refuse les interviews. Seul l'avocat du chauffeur Martinenko a accepté de nous rencontrer. Il est venu avec une lettre écrite en prison par son client, aux familles des victimes. J'ai le cœur brisé. Je ne sais pas comment vous dire à quel point je suis désespéré par ce qui s'est passé. Selon l'avocat, son client n'était pas ivre au moment de l'accident. La police n'aurait même pas fait de test d'alcoolémie. Le drame serait dû à un système de signalisation défaillant. Les vrais responsables sont ceux qui ont acheté ces appareils et qui les ont mal entretenus. L'enquête est loin d'être bouclée. 4 autres employés chargés du contrôle aérien et du nettoyage des pistes ont été mis en examen. Le soir du drame, Christophe de Margerie devait atterrir à Paris vers 1h du matin. Son chauffeur, Michel Thomas, allait partir pour l'aéroport du Bourget. Cela faisait 17 ans qu'il travaillait pour lui. C'est presque un peu. Ah, c'est pas presque. C'est pas presque. Depuis l'accident, Michel Thomas se sent orphelin. Chaque jour, ils passaient de longues heures ensemble, et jamais ce patron du CAC 40 ne s'est montré ni froid, ni distant. Voilà. Voilà la photo, c'était au Grand Prix de l'Arc de Triomphe. Et M. de Margerie était très content de cette photo-là, parce qu'il s'est aperçu qu'il était plus grand que moi, donc il était content. Un patron joueur, attachant, simple d'accès. Ouais. Ben, il jouait au baby-foot, il m'avait lancé un défi, alors il m'avait mis bien évidemment dans les buts, mais vous voyez, voilà, M. de Margerie c'était ça. Vous voyez, on en revient toujours, il était tellement humain. Quand je voyais qu'il n'était pas bien, je basculais sur Johnny. Et là, ça allait un petit peu mieux. Mais on montait un petit peu le son quand on écoutait Johnny. Et c'est là où il se mettait à chanter. Christophe de Margerie, pas du genre à s'isoler dans son bureau au 44e étage de la Tour de la Défense. Son truc, c'est le terrain, les rencontres et les négociations jusqu'au bout de la nuit.
Jacques de Boissaison l'a souvent accompagné au Qatar ou en Russie, et il a vu à l'œuvre un patron très séducteur. Il arrivait toujours avec une plaisanterie, avec un bon mot, avec une blague, avec une... Il y a des patrons qui rentrent tout de suite dans le vif du sujet, qui ont une liste, qui la prennent de tout à petit B. Lui, jamais. Il était très charmeur, hein, il était très séduisant, il avait le don de se mettre un peu à la place de l'autre. C'était vrai dans la relation, c'était aussi dans la négociation. Humour, sens du contact, des armes originales et redoutables qui ont permis à Christophe de Margerie de grimper tous les échelons chez Total, où il est entré à 23 ans. Lui, le garçon bien né, issu d'une grande famille du Champagne, est étingé. En 2007, il décroche le Graal et devient directeur général du groupe, avec une obsession, trouver de nouveaux gisements. Voilà son grand projet, la Russie et ses immenses réserves de gaz et de pétrole. Ici, il investit 10 milliards d'euros pour forer dans ce sol gelé et faire de cette zone sa plus grande réserve d'hydrocarbures. Mais cette stratégie va se révéler plus compliquée que prévu. Car les relations entre le Kremlin et l'Occident se refroidissent brusquement. Après l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine, les États-Unis et l'Europe prennent des sanctions économiques contre la Russie. Les investissements de Total sont menacés. Pour Christophe de Margerie, les intérêts de son groupe passent bien avant la diplomatie française. Alors l'homme va réagir et œuvrer en coulisses. Voilà pourquoi il avait fait le voyage jusqu'à Moscou le 20 octobre dernier. Et voilà pourquoi ils l'ont descendu. Emmanuel Kidet dirige la chambre de commerce franco-russe. Il était proche de Christophe de Margerie et il tient à nous montrer une photo prise quelques heures seulement avant sa disparition dans la datcha du Premier ministre russe. Vous pouvez voir Christophe de Margerie ici. Donc il est tout en haut d'escalier. Et bien évidemment, ils sont tous autour du Premier ministre, M. Medvedev. Ce jour-là, Dimitri Medvedev a invité chez lui une trentaine de patrons étrangers. Une réception à huis clos. Le PDG de Total en profite et se lance dans un discours très remarqué. Je n'aime pas les sanctions, elles sont injustes et inefficaces. Je crois que c'est en faisant des affaires qu'on arrive à mieux se comprendre. Je vous encourage à faire ce qui est nécessaire pour corriger cette situation. J'ai donné le même conseil au gouvernement français. Un patron qui mène une diplomatie parallèle pour défendre ses propres intérêts. Rien de très choquant pour Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Dans le monde du pétrole, la règle, c'est le pragmatisme. Toutes les entreprises pétrolières ou gazières dans le monde sont obligées de chercher le pétrole-gaz là où il y en a. Sauf si l'ensemble des opinions et les citoyens occidentaux disaient on est tellement attachés à la démocratie qu'on va tous marcher à pied. On va dire aussi que c'est un discours un petit peu cynique de répondre à ça. Dès lors que vous avez franchise, explication directe, des enjeux, on n'est pas dans le cynisme. Dès qu'une entreprise française ou européenne recule pour des raisons de principe, l'autre prend sa place. Donc il faut se placer dans la réalité des conditions qui s'imposent à un grand chef d'entreprise. Mais jusqu'où aller pour signer des contrats? Cette réelle politique, Christophe de Margerie ne l'a-t-il pas poussé un peu trop loin? À la fin des années 90, en Birmanie, Total fait affaire avec une dictature militaire. Autour du chantier d'un gazoduc, l'armée